Et avec vous également, avec ces questions que l'on se pose après ce premier sujet sur l'assassinat de ce prêtre en Vendée, le prêtre Olivier Maire, tué par un homme sans papier qui est en attente de son jugement après l'incendie de la cathédrale de Nantes. On en parle avec notre invité, Mathilde. Oui, et pour en parler avec nous, Charles Prats, magistrat et délégué au développement de l'association professionnelle des magistrats. Bonjour Charles Prats. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi avec Marine. On avait des questions à vous poser. Est-ce que l'assassinat du père Olivier Maire révèle un manque déjà de contrôle de la part de nos institutions? On a entendu beaucoup de réactions politiques dès hier, et notamment du côté de la droite et l'extrême droite, qui parlaient de failles de la part de l'État et du gouvernement. C'est le jeu, mais est-ce qu'on peut effectivement résumer ça à ça, Charles Prats? Non, on ne peut pas résumer le drame qui a eu lieu hier à simplement une faille dans le traitement par l'État de la problématique de ce monsieur. Le drame d'hier, c'est d'abord un drame criminel et c'est une personne qui manifestement est atteinte depuis un certain temps de troubles psychiatriques et qui passe à l'acte. Alors l'année dernière, c'était l'incendie de la cathédrale de Nantes. Malheureusement, cette année, c'est le meurtre d'un prêtre, d'un religieux. Donc voilà, déjà, les raisons de tout cela sont à rechercher dans l'intime de l'auteur des faits avant d'aller chercher une responsabilité collective. Il faut quand même raison garder, il faut remettre l'église au centre du village, si vous me passez l'expression. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui ont été soulevées par les décideurs politiques qui émeuvent légitimement la population. C'est la problématique de la présence sur le territoire de ce monsieur, alors même qu'il était en situation irrégulière, qu'il faisait l'objet d'un ordre de quitter le territoire français, donc d'une décision administrative de quitter le territoire français, et qui n'a pas été expulsé, qui s'est maintenu sur le territoire français. Voilà. Donc là, effectivement, il peut y avoir un débat et il peut éventuellement y avoir des pistes de réflexion, de réforme pour essayer de faire en sorte qu'on ne se retrouve plus devant ce genre de situations qui sont très répandues et qui heureusement ne terminent pas toutes par des drames criminels, mais qui sont très répandues sur cette présence de personnes qui font l'objet d'ordre de quitter le territoire et qu'on n'expulse pas, soit parce qu'on ne met pas en œuvre les moyens pour les expulser, soit parce que juridiquement, comme c'était le cas pour ce monsieur, c'est problématique à cause de contradictions de décision et puis là en l'espèce du fait qu'il était sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'affaire pénale de l'année dernière, avec une obligation de rester en France à disposition de la justice. Ce que vous dit Charles Prats, c'est que la justice a suivi son cours dans cette affaire. Peut-être pas assez vite. Alors, pas assez vite, c'est un autre problème. Si vous voulez, une information judiciaire criminelle, ça prend toujours du temps. Ça se fait pas en 3 minutes. Ça prend en général au moins 18 mois. Voilà. C'est comme ça. Une instruction criminelle, ça prend au moins 1 an et demi, voire plus. Le temps de faire l'enquête, d'interroger l'ensemble des témoins, d'interroger les mises en cause, de faire les confrontations, de faire toutes les expertises nécessaires. Dans une enquête comme l'incendie de la cathédrale de Nantes, vous imaginez bien que les expertises techniques, sans même parler des expertises psychiatriques et psychologiques de l'auteur présumé des faits, mais les expertises techniques prennent du temps pour savoir exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc., etc. Et donc, au bout d'un moment, dans le cas précis, la personne ne peut plus être maintenue en détention provisoire selon la loi, parce qu'il y a des critères de maintien en détention provisoire, et donc vous la placez sous contrôle judiciaire, avec des obligations de répondre aux convocations, de pointer, etc. Donc, pour essayer de s'assurer un petit peu de sa représentation en justice, comme on dit. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a une contradiction entre, d'un côté, le statut d'une personne à qui on demande de rester sur son territoire, mais de l'autre côté, le fait qu'elle n'a pas le droit d'y rester. C'est illégal pour elle et que normalement, elle doit être expulsée immédiatement. Voilà. Et donc, on a ce type de contradiction qui existe dans le droit français depuis très longtemps, et c'est des cas qu'on voit toutes les semaines dans tous les tribunaux de France. Donc, on peut légitimement se poser la question à un moment donné, de se dire, alors je vous dis encore une fois, heureusement, tout n'aboutit pas, et dans 99,9% des cas, on n'a pas des drames comme celui qu'on a vécu hier, mais on a quand même des contradictions qui existent, et donc on peut légitimement se poser la question de savoir
est-ce qu'on ne peut pas réformer notre droit pour faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas le droit de rester sur le territoire national parce qu'il n'a pas de titre de séjour, ne peut pas bénéficier de ces mesures avant procès ou après procès, où on lui dit si tu restes en liberté sur le territoire national, parce qu'il y a une contradiction et c'est pas logique, et c'est vrai que la population ne le comprend pas. Donc il y a des possibilités qui peuvent exister. Mais pourquoi alors revenons à la genèse de ce que vous nous expliquez. Pourquoi on a créé cette situation-là finalement? Pourquoi le droit français, autrement dit le législateur, a créé une situation qui est difficilement compréhensible? Alors, ce n'est pas une situation qu'a créé ex nihilo le législateur, c'est quelque chose qui s'est créé lui-même, si vous voulez. C'est le mécanisme, c'est deux mécanismes différents qui viennent en concurrence et qui aboutissent à des situations de fait. Voilà. Si vous voulez, vous avez un mécanisme administratif. Le droit au séjour, ce sont des décisions administratives de l'administration qui vous accordent ou pas un titre de séjour. Voilà. Vous êtes un étranger, vous venez en France, vous répondez ou pas aux conditions de la loi pour rester sur le territoire. Si vous répondez, vous avez un titre de séjour. Si vous ne répondez pas, vous ne respectez pas les conditions, vous n'avez pas de titre de séjour, vous êtes en situation illégale, vous êtes un immigré clandestin, faut appeler un chat, et donc vous n'avez pas de papier et vous êtes censé sortir du territoire, soit partir de vous-même, soit être expulsé. Ça, c'est une situation administrative, juridique, classique. Et de l'autre côté, dans la justice pénale, vous avez le code de procédure pénale qui s'applique à tout le monde, que vous soyez français, étranger. Voilà, tout le monde a le même code de procédure pénale qui s'applique à lui sur notre territoire. Et dans le code de procédure pénale, vous avez des mesures avant procès, par exemple le contrôle judiciaire, où on va vous donner des obligations à respecter, puisque la détention provisoire n'est possible qu'en extrême limite. Et donc, vous passez sous contrôle judiciaire, on va vous obliger à travailler, à pointer au commissariat, à répondre aux convocations, à suivre des soins, etc. Enfin, il y a tout un catalogue de mesures que la justice peut vous imposer avant un procès. Et de la même manière, après un procès, vous savez que tout le monde n'est pas condamné à des peines de prison ferme, qu'il y a d'autres modalités de peine qui existent, et notamment des obligations, des interdictions de contact, des obligations aussi de ne pas quitter certains lieux, de se rendre dans d'autres lieux, des obligations de travailler, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelait avant les sursis avec mise à l'épreuve. Donc ce sont des obligations post-sententielles, et celle-là, elle s'applique aussi aux gens, qu'ils soient étrangers, français, etc. Ça s'applique à tout le monde, c'est le code pénal. Oui, et donc, immédiatement, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, et qu'à un moment donné, vous pouvez avoir une contradiction entre ces deux logiques juridiques différentes. Et donc, là-dessus, une réforme qu'on a poussée déjà il y a 3 ans à peu près, et qui malheureusement avait été rejetée au Parlement. Les amendements avaient été déposés, mais ils n'avaient pas été acceptés, ils n'avaient pas été votés. C'était de dire, écoutez, on remet de la cohérence dans le dispositif, et quand une personne est étrangère en situation irrégulière, qu'elle n'a pas de droit au séjour en France, impossibilité de lui appliquer les mesures pré-sententielles, donc avant procès, ou post-sententielles, après procès, qui impliquerait une présence sur le territoire. Pour ne pas la mettre d'ailleurs dans une situation totalement invivable pour elle. Parce que derrière, il faut savoir que l'autorité administrative, elle, alors ça dépend des endroits, mais globalement, elle s'en fiche qu'il y ait un contrôle judiciaire. Vous êtes contrôlé dans la rue, vous n'êtes pas en situation régulière, vous n'avez pas de papier, le préfet, il décide de vous mettre en centre de rétention pour vous expulser. Bien sûr. Et il s'en fiche que vous soyez sous contrôle judiciaire ou avec une mise à l'épreuve. Et derrière, ça peut entraîner des complications très importantes pour l'étranger, parce qu'il peut se retrouver avec des peines de prison parce qu'il n'a pas respecté ses obligations, etc. Alors même qu'on l'a mis dans l'impossibilité de les respecter et qu'on l'a expulsé, vous voyez. Bien sûr. Et donc, les juridictions ne sont pas très cohérentes, il y a des jurisprudences divergentes qui existent, et donc une solution qui est assez simple, c'est de changer la loi et de dire pas de mesures de ce type-là pour les étrangers en situation irrégulière parce que c'est incohérent, et inversement pour ceux pour lesquels ça a déjà été prononcé, pas d'expulsion possible parce qu'il faut les garder à disposition de la justice. C'est le cas de ce monsieur d'origine rwandaise qui doit encore comparaître pour l'incendie de la cathédrale de Nantes et qui devra comparaître le cas échéant pour l'assassinat, pour le meurtre du prêtre. On ne va pas l'expulser si vous voulez, devant le juge. Oui, bien sûr. On va aller au standard, si vous le voulez bien, Charles Prats, au 0826 300 300. Il y a Florian, je crois, qui nous attend. Bonjour Florian. Bonjour, oui. Écoutez, bonjour. Bonjour, je suis atterré par ce que j'entends, y compris d'un spécialiste du droit. Je suis atterré parce qu'on a toujours le même discours. On constate les incohérences, mais en fait, on ne fait rien parce que l'État est déliquescent et laxiste. Si vous voulez,
si à partir du moment où ça fait partie d'un dispositif idéologique revendiqué par une partie de la gauche et par l'ultra-gauche et des associations, si vous voulez, au nom du droit à la différence, si vous voulez, en fait, on permet à des criminels de rester. On n'appelle plus un chat, c'est ce qu'a dit monsieur. Ce ne sont pas des migrants, ce sont des clandestins, donc ils n'ont rien à faire dans les territoires français. Et donc, on devrait prendre des dispositions législatives, juridiques pour les expulser sans état d'âme. Mais évidemment, si vous voulez, quand vous avez, y compris à l'intérieur de l'État, des gens qui ont cette idéologie-là, sous prétexte de ne pas effaroucher un étranger, parce que dire étranger, on est tout de suite catalogué de raciste. Évidemment, si vous voulez, à partir de là, on ne peut tenir que le discours que j'entends et qui ne change pas. Donc c'est pour comme tout un tas de choses. On a toujours et les médias. Alors, je ne parle pas forcément de Sud Radio, mais les médias sont en partie responsables parce qu'ils emploient un vocabulaire qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils sont, sans le savoir, hein, ils sont dans cette idéologie, si vous voulez, de la permissivité. Donc, je vous dis tout de suite, je ne suis pas à l'extrême droite, je suis cultivé chez des concours. Voilà. Et je vous le dis parce que c'est fatigant, si vous voulez, quand on tient ce type de discours, de tout de suite cataloguer à l'extrême droite. Maintenant, c'est la grande mode. À partir du moment où on n'est plus d'accord, on est forcément cataloguer l'extrême droite, ce qui est bien sûr totalement faux, parce que c'est quand même tel que fonctionne le droit, c'est le permis de tuer pour des criminels. Et puis ceux qui reçoivent les coups de couteau, tant pis pour eux. Non mais c'est scandaleux quand même. Alors on va faire le point. Charles Prats, je crois avoir entendu justement ce que reproche dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut réformer, au contraire, ce qui est la situation dans laquelle ce sans-papier s'est retrouvé aujourd'hui, c'est-à-dire dans une situation où il est sans-papier expulsable mais non expulsable en gros. C'est exactement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où aujourd'hui le droit effectivement permet ce type d'incohérence. La réforme, ça consisterait à dire que quelqu'un qui est sans papier, qui n'a pas de droit à rester sur le territoire national, ne peut pas se voir conférer par une décision de justice un espèce de droit ou une obligation de fait juridique de rester sur le territoire national. Et donc ça voudrait dire que s'il commet un délit, soit il est jugé en comparution immédiate, soit il part en détention provisoire, et que derrière la seule sanction possible le concernant, ce soit la prison ferme, parce que les autres types de sanctions qui imposeraient sa présence sur le territoire viendraient en contradiction avec son absence. Mais est-ce que vous faites de l'angélisme? C'est un peu ce que vous reproche Florian, notre auditeur par exemple. Mais non, moi je vais vous dire, je fais pas de l'angélisme. Je comprends les citoyens qui réagissent comme ça, etc. Sauf que ils ne sont pas confrontés au quotidien à ces problématiques-là et aux gens en face, aux justiciables. Voilà, moi il se trouve que je les vois tous les jours. Je traite régulièrement des problèmes d'étrangers comme ça en situation irrégulière et je vois quelles sont les incohérences. De l'autre côté, je fais beaucoup de pénal et donc je vois aussi beaucoup d'étrangers en situation irrégulière qui sont des délinquants ou des criminels et donc on voit les incohérences. Nous, on est confrontés au quotidien à ça et on le voit et on le traite. Et on le traite avec les outils qu'on nous donne, c'est-à-dire les outils du code de procédure pénale, du code pénal, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc nous, on fait avec la loi qui est votée par le Parlement. Parlement. Donc la loi dit un certain nombre de choses, et on l'applique. On ne va pas aller à l'encontre de ce qu'a voté le Parlement, de ce qu'ont voté les parlementaires. Alors si les citoyens ne sont pas contents, ce qui peut se comprendre, c'est à eux d'utiliser leur bulletin de vote pour dire ça on ne veut pas, on veut faire comme ci, comme ça, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais nous, les magistrats, on est bien obligés d'appliquer la loi. Et là, en l'espèce, on peut aussi se permettre de dire que y a peut-être des incohérences et qu'on pourrait améliorer les choses. Maintenant, il faut bien avoir conscience que sur cette problématique spécifique de la contradiction entre les mesures de contrôle judiciaire, etc., et le droit au séjour, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de cas. Heureusement, tous ne sont pas des cas de ce type-là qui finissent par des meurtres et donc par des affaires criminelles. Mais je comprends l'émotion du moment. Je comprends que des gens qui ne sont pas des professionnels du droit puissent ne pas comprendre tout ou ne pas voir quelle est la logique derrière ces problématiques-là. Et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer avec un certain nombre de personnes qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, justement pour redonner de la cohérence et de la logique au dispositif, pour éviter d'abord qu'il y ait de nouveau ce type de drame, et puis aussi éviter les incompréhensions dans le public.
Et peut-être éviter aussi les amalgames sur ces situations-là, ce qui serait effectivement intéressant de souligner. Merci beaucoup Charles Prats d'avoir été avec nous. Merci Florian sur votre participation également au 0826 300 300. Charles Prats, je rappelle que vous êtes ancien magistrat au sein de la délégation nationale à la lutte contre la fraude et délégué au développement de l'association professionnelle des magistrats. Merci d'avoir réagi avec nous ce midi sur Sud Radio.